Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui au sein des studios Victoire de l'agence EPOCA pour notre atelier sur la décarbonation de la communication corporate. Ravi d'accueillir donc en présentiel mais également en digital les nombreux participants de cet intéressant sujet dont on voit d'ailleurs la montée de l'intérêt au fur et à mesure des ateliers que l'on organise qui tournent autour de cette réflexion depuis maintenant un peu plus d'une année. J'ai eu le plaisir de préparer cet atelier avec mes comparses, Bérangère Arnold qui dirige avec moi le pôle stratégie corporate et également avec Ophélie Fordan et avec Anne Crispil qui sont toutes les deux directrices conseil et qui nous partageront leurs tips pour pouvoir justement essayer de réduire l'empreinte carbone de la communication que tous nous produisons. Avant de commencer cet atelier, juste un mot sur l'agence EPOCA pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. L'agence EPOCA, c'est une agence indépendante. C'est la première agence corporate RH et B2B indépendante de France. 200 collaborateurs accompagnent un peu plus de 350 clients d'une façon 360, c'est-à-dire depuis des missions de conseil jusqu'à l'élaboration des stratégies et la mise en œuvre des dispositifs. Donc au sein d'EPOCA, on a la représentation de tous les métiers qui permettent justement d'accompagner une direction marketing, une direction communication et aussi une direction de ressources humaines, à la fois sur de la communication stratégique, de la communication commerciale et aussi des stratégies de recrutement. On pourra bien sûr à la fin de cet atelier vous repréciser les grands éléments des expertises de l'agence EPOCA. Pour les objectifs, le double objectif qu'on se fixe aujourd'hui pour cet atelier, c'est d'abord en effet de vous partager l'état de l'art dans lequel nous en tout cas on navigue et vous sensibiliser aux enjeux de la communication durable et puis d'identifier ensemble aussi des leviers et notamment des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir justement décarboner la communication ou du moins réduire son empreinte carbone. Je nuance un peu parce que je ne veux pas qu'on se mette à faire du greenwashing dès le début de l'atelier, malgré la jolie couleur verte de cette slide. Oui, en effet, bien sûr, et vous le savez, réduire l'empreinte carbone de la communication, c'est possible. Parfois, on le verra, c'est loin d'être anecdotique. Et en tout cas, c'est une des convictions profondes d'EPOCA pour nous. C'est une vraie intention que de mettre la communication en symétrie avec la stratégie des entreprises et des organisations. Et pour nous, c'est vraiment un sujet essentiel aujourd'hui qui, comme je l'évoquais avec certains d'entre vous juste avant le début de cet atelier, fait partie presque plutôt de la dette, en tout cas pour EPOCA, plutôt que d'un sujet nouveau. Mais néanmoins, une surprise qui est une surprise de tous les jours encore, c'est que à part dans le secteur public où on a des attentes vraiment maintenant très clairement énoncées dans les cahiers des charges que l'on reçoit sur l'empreinte carbone des dispositifs de communication et plus globalement d'ailleurs les actions RSE que l'agence met en place et l'éco-conception des campagnes, ça reste encore relativement rare dans les briefs que l'on reçoit. Alors, on va passer plus rapidement sur ces éléments-là. On voit bien en effet à quel point on est dans une problématique complexe d'un point de vue de la trajectoire climat qui fait partie de notre environnement, avec d'ailleurs tous les jours les médias qui se font l'écho de mauvaises nouvelles partout dans le monde et finalement d'accélération des phénomènes de transformation climatique et de dérèglement climatique. On voit également aussi, et on suit avec beaucoup d'attention, les très intéressants rapports émis par le GIEC qui décrivent très précisément la situation et son évolution, et qui d'ailleurs aussi, depuis maintenant un an, illustre complète ces rapports avec des solutions concrètes pour agir
Et ça, c'est finalement une situation vraiment très intéressante, puisque on voit que à côté de toutes ces mauvaises nouvelles auxquelles nous sommes exposés, des solutions permettent justement, évidemment, d'avancer d'une façon plus positive, de prendre en main le sujet globalement, et puis d'agir sur tous les pans de nos activités et de nos modes de vie pour pouvoir justement essayer de dessiner un avenir plus durable et plus tenable. Les entreprises et les organisations auxquelles vous appartenez, d'ailleurs, ont toutes pris des engagements très très clairs par rapport à cette question-là, à ces questions-là, notamment en lien avec des feuilles de route, en lien avec l'accord de Paris, pour pouvoir justement dessiner une ambition de réduction de l'empreinte carbone, voilà, avec des engagements qui sont maintenant clairement formalisés, exposés, et que les entreprises et les organisations suivent avec beaucoup d'attention, et organisant d'ailleurs un reporting également clé de ces différentes avancées. Si on se place d'un point de vue du côté des audiences que l'on a adressées, et des publics également qui ont à agir avec vous, avec vos organisations, on se rend compte évidemment qu'on est dans une situation qu'on peut caractériser d'infobésité. Et d'ailleurs c'est un vrai paradoxe aussi de la question, c'est qu'on voit bien à quel point, d'un point de vue de la communication, si on s'intéresse à la réduction de l'empreinte carbone, on doit se dire d'une certaine manière qu'il faut produire différemment, ou en tout cas sans doute produire peut-être un peu moins de communication. Mais quand on regarde des statistiques et des chiffres, on voit que c'est le phénomène inverse, et qu'il y a vraiment plutôt un développement de l'information et de la communication, avec une multiplication des messages. Multiplication des messages qui, sans doute, et ce sera l'objet d'autres ateliers qui seront plus spécifiques sur finalement la fabrique des messages et les typologies de messages que les entreprises bâtissent autour de leur trajectoire RSE. Quantité de messages qui crée une problématique aussi d'attention, d'écologie de l'attention auprès des audiences. Et on voit bien, si on se met à la place des publics qu'on a adressés, beaucoup d'injonctions à agir, à évoluer différemment dans son comportement. Et donc, voilà, plus on a de messages, plus c'est difficile de faire une sélection dans ces différentes injonctions. Mais ça, c'est presque un sujet un peu périphérique. Quand on regarde, voilà, quelques chiffres, bon, c'est difficile d'en sélectionner tellement il y en a. Justement, par rapport à l'accélération de la production de l'information et de la communication, on voit que ces 30 dernières années, évidemment, on a produit plus d'informations en 30 ans qu'en 2000 ans d'histoire. Et en fait, le volume global d'informations double tous les 4 ans. Donc en fait, c'est un phénomène qui n'est pas du tout en train de s'enrayer, et au contraire, qui continue en fait de grandir et de s'accentuer. Et avec aussi un chiffre qu'on a bien en tête, nous, communicants, dont notre objectif, c'est quand même de faire en sorte que le message adresse bien la cible. 30% des contenus produits et de l'information produite ne touche aucune cible, en fait. Voilà. Et puis, également, si on se place strictement d'un point de vue de l'empreinte carbone des dispositifs, on voit qu'on a à peu près 300 000 tonnes de CO2 qui sont générées par la consommation mondiale de vidéos en ligne. Et donc, en fait, ça équivaut à l'empreinte carbone de l'Espagne. Voilà. Donc, bon, vous avez aussi bien en tête des chiffres un peu similaires qui montrent, en fait, malgré tout, que c'est intéressant de s'intéresser au sujet et de voir, en fait, comment, finalement, au-delà de faire moins, peut-être on peut faire différemment pour pouvoir justement réduire la pression sur la planète. Et puis,
vous, finalement, tous, communicants, vous êtes évidemment, naturellement, de plus en plus challengés pour pouvoir accompagner la stratégie de votre organisation et puis finalement accompagner la communication autour de la décarbonation de votre activité. Décarbonation d'activité dans les messages, c'est d'ailleurs un des piliers de la communication responsable. Et on aime bien repartager cette définition qui a été posée par l'ADEME dans le cadre de ses travaux sur l'éco-conception de la communication, qui décrit finalement ce que doit être la communication responsable, c'est-à-dire une communication qui est beaucoup plus sensible aux enjeux écologiques, plus à l'écoute du vivant, et qui va s'intéresser autant sur le fond que sur la forme de l'élaboration des messages, avec évidemment l'intégration d'une notion d'urgence. Donc en fait, développer une communication responsable pour l'ADEME et pour nous, on partage complètement cette idée-là. Ce n'est pas juste en fait voilà, un artifice de la stratégie de communication, c'est en fait vraiment un processus systémique un peu qu'on élabore et qu'on suit dans la durée pour pouvoir justement finalement faire en sorte que communication et stratégie d'entreprise soient parfaitement alignées. Quand on regarde aussi, alors vous allez voir, nous on va s'intéresser aujourd'hui à un des aspects plus particuliers, mais aux 3 briques qui composent la communication responsable. En fait, on peut se dire qu'on a 3 grandes dimensions majeures. Il y a une dimension qui est autour justement de la conception du message et l'élaboration d'un message éthique. Voilà, donc c'est une dimension pour le coup qui peut être jugée comme subjective, mais en effet, en tant que communicant, notamment parce qu'on a déjà en fait un vrai devoir par rapport à l'éthique de l'élaboration de nos messages, et parce qu'on sait bien aussi à quel point la conception des messages stratégiques est potentiellement susceptible de créer des problématiques réputationnelles. Voilà, la communication responsable se doit de réfléchir à une certaine éthique de la communication. Elle doit également aussi porter sur la promotion ou la valorisation d'un service vertueux. Évidemment, dans notre conception, c'est compliqué mentalement que de se dire qu'en fait on développe une communication responsable avec une vraie maîtrise de son empreinte carbone, avec une vraie éthique des messages, si c'est pour soutenir voilà, une trajectoire ou quelque chose qui va être très carbogène, très producteur de carbone. Voilà, enfin, il faut quand même qu'on ait une équation qui ait du sens aussi de ce point de vue-là. Et puis, le tout transmis dans une réflexion de production, d'éco-conception. Et là, c'est vraiment le sujet dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire la fabrication des messages de communication en éco-conception pour qu'on puisse vraiment mesurer leur empreinte carbone et puis s'assurer qu'on la réduit. Et donc, pour terminer cette introduction avec voilà, des grands principes qui composent la communication responsable, en fait, on voit qu'au-delà, finalement, les 3 dimensions qui sont les 3 briques que je viens d'indiquer sur les grands pans de la communication responsable, on s'inscrit davantage dans une forme de processus. De processus qui, en effet, et c'est presque finalement la chose la plus facile à faire, s'intéresse d'abord en effet à la réduction de l'empreinte avec l'éco-conception, mais qui est complétée par d'autres aspects du processus. Le communiquer mieux, c'est-à-dire peut-être en effet se dire à un certain moment,
Je fais différemment, mais je fais peut-être un peu preuve de sobriété dans la conception des messages. Je choisis davantage, je suis plus stratégique plutôt qu'une communication d'abondance absolue, voilà, ou dont on ne maîtrise pas forcément d'ailleurs le retour sur investissement. Je réfléchis également finalement à comment je vais pouvoir faire preuve de circularité, ou en tout cas comment je vais réussir à davantage préserver les ressources naturelles. Ça, c'est une dimension qui est un peu complémentaire à celle de l'éco-conception. Partager également, co-construire la communication que je vais produire. C'est aussi finalement une façon de développer une communication responsable en s'assurant finalement que pour son élaboration, elle a mis autour de la table des experts, mais aussi des parties prenantes qu'on doit adresser. Réfléchir à des dimensions de proximité. Alors bon, le Made in France a beaucoup ou en tout cas le local a beaucoup d'attrait et d'intérêt en ce moment, et d'ailleurs particulièrement cette semaine avec justement toutes les actions de notre président pour la réindustrialisation et ses combats autour de l'industrialisation en France. Mais on voit bien en tout cas, notamment par rapport à des réflexions sur la décarbonation, en quoi réduire le transport des matériaux de communication et produire local notamment, et on en reparlera sur l'impression ou la fabrication, ça a un vrai intérêt voilà, dans le processus. Et puis enfin, s'assurer dans notre communication responsable en fait qu'au-delà d'adresser un message, on est dans une dynamique justement de transformation. Et qu'en fait, la communication va être un des moteurs de la transformation de notre activité. Et donc, voilà, pour conclure sur notre conviction, et ça fait complètement écho à ce que je disais en introduction, la communication, et ça c'est notre conviction absolue chez Epoca, doit être en symétrie avec la stratégie d'entreprise. Et en fait, moi, j'entends encore trop, oui, mais finalement, produire une communication décarbonée, notre métier, c'est assez anecdotique par rapport à ce que l'entreprise émet d'un point de vue carbone, notamment beaucoup d'entreprises, évidemment, industrielles, et quand on fait la mesure complète, on se rend compte en effet que c'est une toute petite part, mais malgré tout, pour nous, en fait, justement, c'est important d'être dans un alignement et dans une cohérence, et qu'en fait, finalement, la trajectoire stratégique de la communication de l'entreprise que vous avez à raconter, en fait, elle soit portée par une communication qui elle-même est décarbonée. Voilà. Et donc, pour ça, c'est vraiment tout le matériel de l'atelier aujourd'hui. On a identifié nous, quatre piliers d'action. Et vous allez voir en fait que ces piliers d'action, on va les décliner par grandes catégories de typologie de communication à réaliser. Le premier pilier qu'on verra avec Bérangère, c'est celui de la mesure. Et en fait, celui-ci, c'est peut-être celui qui est vraiment incontournable, parce que en fait, tout ce qui ne se mesure pas est difficile à piloter. Et donc, en revanche, tout ce qui se mesure se pilote bien. Et donc, nous, d'ailleurs, quand on vient nous voir avec des questions sur comment prendre ce sujet, notre réflexe premier, c'est celui-ci, c'est de dire finalement, il faut absolument faire un état des lieux de où on en est aujourd'hui pour pouvoir faire des choix et se dire aussi qu'est-ce que je dois réduire et ce sur quoi je dois agir en priorité, parce qu'il y a des choses qu'on fait déjà très très bien et qui ne posent pas forcément de problème. Et parfois, il y a des optimisations à faire sur des points qu'on n'imaginait pas. Et puis une fois qu'on mesure, après, processus stratégique classique d'avancée, on définit justement des priorités d'action en fonction de l'analyse carbone globale. On voit également en fait en quoi on va pouvoir avoir des contributions un peu différentes dans la production de la communication. Et puis enfin, surtout, on termine notre processus en se disant en fait qu'on raconte ça, parce que
il ne s'agit pas juste de se dire qu'en fait on décarbone la communication, mais en fait il faut aussi en parler et faire de la pédagogie sur le sujet, puisque en fait c'est aussi finalement une façon de faire passer des messages et de sensibiliser les audiences et puis montrer justement cette symétrie stratégique avec la trajectoire de l'entreprise. Merci Laurent Cédric pour cette introduction au sujet. Vous l'avez entendu, Laurent Cédric l'a expliqué, mesurer ces clés, et c'est peut-être le fil qu'on peut tirer pour ensuite faire venir toute la pelote. Et concrètement, comment on peut faire? Eh bien, on peut se demander pourquoi un pilotage carbone de ces actions de communication. Parce que concrètement, c'est la façon de commencer une décarbonation de la communication. Vous avez peut-être lu dans les journaux ce matin, dans les Échos en particulier, que le GIEC, pour sa première prise de parole de cette fin d'année, nous a expliqué qu'on allait vers une trajectoire à 3 degrés. Et vous avez peut-être lu dans les Échos également qu'Olivier Babot, le patron du think tank Sapiens, expliquait qu'une entreprise vertueuse, c'est une entreprise qui produit plus d'impact positif qu'elle ne consomme de ressources. Alors l'impact positif, c'est un petit peu compliqué, externalité, etc. Les économistes nous en parlent et on ne comprend pas toujours. En revanche, mesurer les ressources consommées, alors ça c'est possible. Donc pourquoi un pilotage carbone de ces actions de communication? Eh bien, c'est pour répondre à un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'acteurs qui ont bien perçu que cette mesure, elle était possible et donc souhaitable. Donc ça permet de se positionner comme un acteur éco-responsable avec des chiffres à l'appui, et on verra tout à l'heure comment les calculer. Ça permet de se conformer aux normes en vigueur de son secteur. Vous avez tous entendu parler des décrets BGES qui ont fait beaucoup de bruit, qui encadrent les allégations de neutralité en carbone, qui encadrent les informations sur l'empreinte carbone, et qui sont particulièrement contraignants. Mais c'est positif aussi de mesurer ces ressources en carbone pour la communication, puisque ça permet parfois, si on est un peu volontaire, d'avoir un temps d'avance par rapport à ses concurrents. Et là, ça devient intéressant. Et puis, comme l'a expliqué Laurent Cédric, ça permet de se mettre en cohérence entre le contenu et le contenant, ce qui est quand même un minimum aujourd'hui quand on veut avoir une communication responsable. Alors, il faut s'y mettre. Mais pourquoi faut-il s'y mettre maintenant? Eh bien, pour nous, c'est maintenant. Ça fait 10 ans aujourd'hui que des startups de décarbonation de la communication existent. Certaines sont mortes depuis. Certaines étaient trop en avance. Donc, c'est comme toutes les innovations. Il faut qu'elles rencontrent leur marché au bon moment, au bon endroit. Pour nous, ce bon moment et ce bon endroit, c'est maintenant parce qu'il y a une prise de conscience. 9 Français sur 10 pensent que les marques ont un rôle à jouer dans la réduction de leur empreinte environnementale. Mais c'est le bon moment aussi, parce que j'en parlais avec les décrets BGES, les contraintes sont de plus en plus prégnantes. Et en 2025, la CSRD, c'est-à-dire la réglementation européenne sur la communication responsable, va accroître encore ces contraintes, autant les anticiper, plutôt que de courir après et d'avoir peut-être des sanctions. Et puis, c'est maintenant, parce qu'il y a une certaine complexité depuis 10 ans. Et certains d'entre vous qui ont essayé de s'y mettre à cette communication responsable, eh bien, ont eu du mal, parce que c'est vrai, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de benchmark, il n'y a pas de taux d'émission de l'empreinte carbone qui permet de dire si on est bon ou si on est mauvais. En revanche, il commence à y avoir pas mal d'expériences. Beaucoup de marques, et on en reparlera, s'y sont mis et constituent un embryon de référentiel. Et donc, c'est pour ça que c'est le bon moment pour s'y mettre. On voit d'ailleurs dans les prix dont on s'intéresse beaucoup, tous les grands prix qui sont autour de nos activités, pour le moment, il n'existe pas encore de prix décerné à la communication décarbonée. Alors, celui-là, c'est mon chouchou. Laurent Cédric en a parlé un peu. C'est ma phrase clé sur la communication responsable. C'est-à-dire réduire, c'est mesurer. Mesurer, ça veut dire calculer l'empreinte carbone de l'ensemble des communications, c'est-à-dire la conception de la communication, la création de la communication, la production et la diffusion. Si on mesure ces 4 étapes de la communication, eh bien, ça permet d'en réduire
l'empreinte carbone. Et pour réduire cette empreinte carbone, eh bien, on considère qu'il y a 4 étapes. Mesurer cette empreinte, c'est-à-dire en kilos ou en tonnes de CO2, selon ce qu'on mesure, émis, on a une empreinte. Ensuite, on fixe une trajectoire. On dit, voilà, on va baisser de 5%, de 20%, de 30%, mais on a une trajectoire en tonnes de CO2 et pas en greenwashing supposé, qui serait qualitatif et pas quantitatif. Et puis, troisièmement, on identifie des leviers d'amélioration et Ophélie et Anne vous donneront quelques tips très précis pour arriver à identifier ces leviers d'amélioration. Et puis enfin, nous sommes des communicants, hein. Quand on est vertueux, il faut le dire. Et donc, il faut communiquer dessus. Et tout cela permet de diffuser, comme vous allez le voir dans ce diapo, ça permet de diffuser une culture carbone dans l'organisation. Alors, les solutions d'EPOCA de pilotage carbone, eh bien, nous avons étudié avec beaucoup d'attention l'ensemble de l'écosystème de start-up, de TI, de PME innovantes qui proposent cette réduction de l'empreinte carbone de la communication et nous les avons sélectionnés selon 3 critères. Il faut que ces solutions de mesure de l'empreinte carbone soient indépendantes. C'est pour ça que chez EPOCA, on n'a pas créé notre propre solution. On a préféré nouer des partenariats avec les meilleures solutions de la place. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'investissement, d'avoir des plateformes, des algorithmes qui permettent ce genre de calcul. Ensuite, il faut que ces solutions soient globales, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles soient guichet unique. Si pour le digital, on doit avoir une solution, alors que pour les médias, on doit avoir une autre solution, le hors-média, une autre solution, ça devient une usine à gaz, on ne s'en sort pas. Donc, guichet unique. Et puis enfin, il faut qu'elles soient fiables. Donc, on a sélectionné pour vous des solutions qui sont certifiées, qui sont homologuées, de façon à ne pas perdre son temps avec quelques petites solutions de derrière les fagots, qui, comme je le disais, ont une espérance de vie assez faible. Nos solutions couvrent le média et le hors-média pour toutes les phases d'une campagne. Alors, un exemple concret, le partenariat EPOCA avec DECA. DECA, donc c'est la solution qui permet de décarboner ensemble. C'est une plateforme, un algorithme qui a un gros avantage, c'est qu'elle a des API, non barbares pour dire des prises, qui permettent de se brancher directement sur les données. Le nombre de jours hommes passés pour concevoir une campagne, le nombre de tonnes de CO2 émis lorsqu'on produit cette campagne, etc., etc. Donc ça permet d'optimiser la collecte de données qui, soyons honnêtes, hein, est la partie la plus difficile dans le calcul. Avec DECA, cela nous permet d'éco-concevoir un projet qui soit print, digital ou audiovisuel. Et je laisse la parole à Ophélie qui va vous expliquer comment éco-concevoir un projet print. Merci. Donc effectivement, là, l'idée, c'est on a commencé par la mesure, on sait quels sont les postes, entre guillemets, que ce soit la conception, la production ou la diffusion, qui ont le plus d'impact en termes de CO2. Du coup, on peut essayer d'imaginer des solutions pour réduire ces différents postes. Au niveau de la conception, il y a un premier enjeu qui est important et dont on a déjà un petit peu parlé en termes de sobriété. L'idée, c'est de pouvoir essayer de se dire comment optimiser le contenu, le chemin de fer, le nombre de pages de ce projet print. Est-ce que vraiment on a besoin de ces 75 pages ou est-ce que finalement on ne pourrait pas les réduire un peu, même si on aime beaucoup les jolis visuels, essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus concis et plus justement impactant, sobre et qui irait plus facilement à la cible. C'est aussi privilégier une création graphique qui permet de réduire différentes choses dans la créa, que ce soit le taux d'ancrage en privilégiant peut-être des tramés par exemple plutôt que des aplats, en faisant des choix graphiques aussi qui permettent de valoriser l'humain, la typo, mais sur une notion de responsabilité en termes, encore une fois, d'impact sur le papier, en anticipant le nombre d'exemplaires. Trop souvent, on a entendu qu'il nous restait sur les bras 750 exemplaires sur les 3500 qu'on a imprimés. C'est dommage parce que généralement, ce sont des supports qui vont avoir une durée de vie peut-être un peu moindre que ce qu'on aurait envisagé parce qu'il y aura une mise à jour l'année prochaine et que du coup, c'est quand même dommage de gâcher 750 publications.
C'est aussi essayer, encore une fois, d'optimiser sur le rendu final. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce vernis? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette dorure qui effectivement participe de l'objet mais qui peut passer par autre chose? Le papier par exemple, on va le voir à côté, pour justement anticiper le cycle de vie du print qui sera derrière évidemment recyclé et qui sera considéré en termes justement d'éco-conception jusqu'au recyclage. En ce qui concerne la fabrication, moi j'ai entendu depuis que je suis dans la com, que le papier, c'est pas bien. Parce que le papier, ça pollue, parce que le papier, on ne sait pas trop quoi en faire. En fait, non. Les imprimeurs, très très tôt, il y a au moins 15 ans de ça, ont justement pris le problème à bras-le-corps et se sont mis en marche pour être le plus responsable, le plus écologiquement responsable possible. On a des papiers aujourd'hui, ils sont tous labellisés, ils sont quasiment tous recyclés à plus ou moins 100%. On a une grosse production européenne et extrêmement certifiée avec beaucoup de labels. Je vous en voyez quelques-uns, l'écolabel, l'Ange Bleu, où on a des normes qui sont particulièrement rigoureuses. Et les imprimeurs eux-mêmes ont fait un travail sur les encres, sur le taux d'ancrage, sur la possibilité de travailler avec une démarche environnementale et sociale vraiment pointue. Donc c'est évidemment ce type de partenaire et ce type de papier qu'on va privilégier dans une démarche d'éco-conception. Et on va évidemment aussi, dans cette optique de recycler, préférer des reliures sans colle, par exemple, pour pouvoir recycler mieux l'outil à la fin. Donc ça, c'est les deux premiers process, les deux premiers items qu'on peut agréger dès la prise de mesure. Ensuite, il y a évidemment cette notion de diffusion. Vous l'avez vu dans le graphique qu'a présenté Bérangère, la diffusion peut participer de manière assez conséquente à l'empreinte carbone de l'outil. Pourquoi? Parce que, notamment dans le print, on va faire venir le papier d'un endroit, le plus proche possible de l'imprimeur idéalement, mais bon, on va faire venir le papier. Ensuite, on va faire venir les exemplaires depuis l'imprimeur vers le client, qui ensuite potentiellement routera de manière diverse et variée ces exemplaires. Ça implique effectivement une empreinte carbone. On parle de transport, on parle de conditionnement, on parle de différents points qui participent de cette empreinte. Et du coup, on revient un petit peu dans un cercle vertueux au nombre d'exemplaires pour justement pouvoir prévoir ces débords en termes d'empreinte écologique. On pourra parler d'une version digitale aussi pour, encore une fois, réduire le nombre d'exemplaires. Anne vous en parlera d'ici peu. Et évidemment, à la fin de cette campagne de cet outil, de cette diffusion, on refait notre bilan initial pour pouvoir voir quelles ont été les améliorations par rapport à notre temps zéro. Et on continue évidemment ce travail pour réduire au fur et à mesure le plus possible cette empreinte carbone, tout en sensibilisant évidemment les équipes et notre public dans cette démarche vertueuse. C'est vrai que je trouve le point que tu évoquais intéressant parce que très souvent on coupe les démarches print en se disant c'est un réflexe pour réduire l'empreinte carbone. Et c'est en cela d'ailleurs qu'avoir une mesure globale de l'action de communication et des actions de communication, ça permet de voir, et nous quand on le fait pour certains de nos clients, on se rend compte en fait on a vraiment des surprises par rapport à la très faible empreinte carbone des actions imprimées par rapport aux autres actions. Donc ça c'est des arguments en tout cas à avoir en tête et c'est des idées à avoir en tête dans l'élaboration justement de vos plans de communication. Alors là, c'est un petit exemple pour vous montrer. Voilà, on a tiré le fil le plus loin possible. Là, on est vraiment dans de l'éco-conception. Vous voyez que les infographies sont en filaire, donc en termes de taux d'ancrage, on est très très léger. Les portraits sont également au trait. Donc pareil, en termes de taux d'ancrage par rapport à une photo qui va être en quadri, là en plus on voit bien qu'on est en noir et blanc. Donc on est vraiment dans une démarche qui peut aller très très loin en termes de sobriété, comme je le disais au début.
Mais évidemment, on peut placer les curseurs à différents endroits en fonction, encore une fois, de la cible que vous adressez, puisqu'on entend que nos messages soient lus et qu'ils ne passent pas sur les 30% non lus. Donc il faut trouver le juste milieu en fait, entre une certaine radicalité, une prise de position du coup dans la stratégie et une manière aussi de se valoriser, de se mettre en avant et de valoriser par exemple nos parties prenantes qui pourraient être dans ce rapport. Et donc on passe au digital. Merci Ophélie. Tout à fait. On va notamment parler de l'éco-conception d'un site. Alors comme le disait tout à l'heure Laurent Cédric, c'est vrai que nous, souvent, on reçoit des briefs avec un cahier des charges qui intègre très rarement la notion d'éco-conception lorsqu'on parle de création de site ou refonte d'un site. Et c'est dommage parce que c'est quand même une notion vertueuse qui semble aujourd'hui essentielle. Et si on regarde l'investissement que demande d'éco-concevoir un site au regard de l'enveloppe globale que l'on met pour créer un site ou pour le refondre, on se parle d'un investissement qui est quand même ultra minime pour un bénéfice qui peut être très fort pour l'environnement, mais aussi pour vos audiences, puisque comme le disait aussi Laurent Cédric tout à l'heure, c'est quelque chose, et Bérangère d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir communiquer et afficher en front sur votre site. Donc votre site peut être labellisé éco-conçu avec un vrai score d'impact qui permet à vos audiences de voir d'un coup d'œil les efforts que vous avez mis pour réduire l'empreinte carbone de votre site. Donc si on se parle de levée d'action dès la conception, on a plusieurs étapes lorsqu'on parle d'un site, toujours. C'est déjà se former, être sensibilisé à la conception responsable. Donc pour ça, nous, on y reviendra un peu plus tard, mais on est accompagné de partenaires, notamment de Fruger, qui est un partenaire référent dans la conception, l'éco-conception de site. L'idée, c'est aussi d'évaluer les besoins réels des utilisateurs. Souvent, en tant que marque, on a envie de plein de choses, de plein de petits boutons, etc. etc. Ça clignote, c'est très joli, c'est dynamique. Mais en fait, est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce qu'en plus, ça ne perturbe pas les messages? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Tout est une question d'équilibre entre le besoin de nos audiences et nos envies. L'idée, c'est vraiment de se passer de tout ce qui est inutile et un peu d'éco, on va dire, superflu sur notre site. Ce qui est intéressant aussi, pardon, je complète sur ce point, c'est qu'en fait, on fait des tests UX avec des utilisateurs pour pouvoir justement voir les comportements dans la navigation des sites internet. Et en fait, on se rend compte que éco-concevoir un site et avoir une expérience UX optimisée, en fait, c'est pas du tout incompatible, au contraire. Et tout ce qu'on imagine comme ce que tu évoques, un peu les artifices graphiques qui nous paraissent intéressants au service de justement une bonne UX, en fait, sont pas forcément si performants que ça d'un point de vue de la navigation, en fait. Je dirais même que l'éco-conception, finalement, ça renforce parce que les utilisateurs, en fait, il leur faut un parcours simple, quelque chose de fluide. Et donc, plus c'est simple, finalement, plus on va droit au but et plus on arrive à les impacter. Vigilance aussi donc, sur l'ajout de contenu média. On le sait, même si j'adore produire des vidéos, c'est quand même ce qui coûte le plus cher, on va dire, dans la dette. Donc tout ce qui est visuel, infographie, vidéo, oui, on va continuer d'en produire, mais avec ce maître mot qui serait parcimonie et en fait, on fait moins de vidéos, mais plus impactantes. Quand on produit un site web, il y a plusieurs petits tips qu'il faut regarder. Donc voilà, comme je vous le disais, on a des partenaires spécialisés, mais on va veiller à limiter le poids global du site. On va faire attention aux plugins. On va préférer une approche mobile first et on va éviter, donc ça paraît d'une logique, mais on le redit, d'avoir recours à trop d'impressions. Pour les emailing, on va limiter le poids des emails, c'est assez classique aussi. Et pour les campagnes display, les affichages, etc., on va faire attention notamment à réduire soit la résolution, soit la durée des contenus. En termes de diffusion,
Alors là, on va pas se mentir, on est sur des éléments qui sont un peu plus complexes mais néanmoins faisables. On va privilégier une électricité verte, vous le verrez d'ailleurs dans un des exemples que l'on va vous donner par la suite. L'idée, c'est d'éviter de doubler ses emailing, de privilégier une connexion plutôt Wi-Fi que 4G ou 5G, de penser à trier sa boîte mail. Voilà, tout ça, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, il y en a d'autres, c'est des petits réflexes du quotidien qu'on peut tous mettre en place et qui participent, in fine, à rendre le digital plus éco-responsable. Et alors, l'infin de vie, pour le coup, ça, c'est vraiment des petits réflexes qu'on peut avoir et qu'il faut vraiment mettre en place. C'est supprimer les vidéos obsolètes. C'est très important. En fait, c'est très important parce que ça surcharge vos serveurs, ça surcharge aussi les plateformes YouTube. Donc, ça prend et ça consomme. Et il y a aussi une autre raison qui, elle, est plus marque. C'est que finalement, on se dit que cette vidéo métier d'il y a 10 ans, c'est peut-être bon qu'elle disparaisse parce qu'elle ne reflète plus peut-être vos messages marque employeur d'aujourd'hui. Elle ne correspond plus au code actuel de ce qu'on a envie de produire en termes de vidéos. Et en plus de ça, elle pollue. Donc voilà 3 bonnes raisons de se dire ce qui est vieux, je peux faire le ménage. Je me questionne en tout Oui. cas. Et donc là, voilà, nous, c'est la 3e année où on produit le rapport annuel pour L'Oréal Finance. Donc cette année, il est en cours de production et il y a un gros travail de fait sur l'éco-conception du site parce que du coup, le rapport annuel, c'est un mini-site et une version essentielle en print. Et donc, on travaille avec notre partenaire, donc il y a toute une réflexion sur l'éco-conception du support en lui-même, mais il y a eu aussi un vrai effort de fait de la part de L'Oréal sur les contenus, parce qu'on sait L'Oréal, c'est quand même une marque d'image qui avait l'habitude de mettre beaucoup de vidéos, beaucoup de visuels. Et aujourd'hui, ils ont fait cet effort de mettre moins de contenu vidéo et moins de visuels. Et surtout, on a la possibilité de consulter ce site en dark mode et aussi d'avoir tous ces contenus vidéo en version texte, si jamais on veut être éco-responsable jusqu'au bout. Il y a une petite erreur sur la slide, mais grâce au travail qui a été initié, on a aujourd'hui un score, donc on a attribué au site, Fruger plutôt a été attribué, donc qui est un organisme indépendant, la note de 88 sur 100. On a gagné déjà 10 points par rapport à l'année dernière et on a encore gagné 15 points par rapport à il y a 2 ans. 88 sur 100, c'est pas nous qui le disons, c'est Fruger, ça fait partie des notes les meilleures du marché sur un site, donc vraiment le cas L'Oréal, c'est un cas exemplaire. Oui, d'autant plus qu'en fait, sur ce cas qui est vraiment intéressant, un site que je vous invite à aller voir, parce qu'il est vraiment très riche d'un point de vue à la fois quand même malgré tout des contenus, mais aussi de sa conception et de son design et de ce qu'on peut faire, et tout en étant éco-conçu. Il y a quand même une profondeur des messages assez intéressante. Et par ailleurs, au-delà d'être éco-conçu, il est aussi au plus haut niveau des standards en matière d'accessibilité. Ça fait partie des engagements très forts aussi chez L'Oréal. Donc en fait, on arrive à croiser ces 2 dimensions qui sont l'éco-conception et l'accessibilité. Et on ne l'aborde pas forcément là en détail, mais on fait des ateliers qui sont vraiment spécifiques sur cette thématique-là, sur le digital, où on passe de façon beaucoup plus précise en revue toutes les possibilités pour pouvoir justement éco-socio-concevoir un dispositif digital et donc intégrer vraiment toutes ces dimensions pour rendre le digi plus performant. Donc sur ce cas, évidemment, 6 actions sur lesquelles on a travaillé, donc la sobriété numérique, compresser les médias, donc compresser les vidéos, compresser tout ce qu'on peut, on va dire. Optimisation des développements du site. On a ce mode sombre, donc le site passe en écran noir, on va dire, pour moins consommer. On a une version systématiquement textuelle des vidéos. Donc ça,
comme le disait Laurent Cédric, au-delà de participer à l'écologie, il y a aussi cette notion d'accessibilité, c'est que la version texte des vidéos, c'est ce qui permet aux malentendants d'avoir accès au contenu, aux déficients visuels, excusez-moi, d'avoir accès au contenu puisque leurs outils, du coup, lisent la version texte de la vidéo. Et enfin, donc, mesurer l'impact environnemental, c'est ce qu'on a fait avec notre partenaire Frugger. Et donc, chaque année, on mesure de façon très concrète combien paient les efforts fournis. Et donc, cette année, on espère encore aller plus loin. Sur l'audiovisuel, je dirais que l'une des phases les plus importantes quand on veut éco-concevoir ces vidéos, ça se passe dès la conception. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision à la fois globale et long-termiste de sa production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper déjà sur l'année l'ensemble des vidéos que l'on souhaite produire et pas produire un peu au coup par coup en fonction des nouveaux éléments. Et cette vision globale, c'est aussi communiquer entre vous, communicants, les différents pôles pour savoir si par exemple, cette vidéo sur les engagements RSE, elle ne pourrait pas servir un autre pôle, etc. Et si on ne pourrait pas mutualiser cette production, ça a un impact sur l'écologie, sur l'environnement, ça a un impact aussi sur vos finances, puisque du coup, c'est ce qu'on disait, on va produire moins, et finalement, avec un contenu, on va pouvoir le diffuser dans plusieurs pôles ou sur plusieurs supports. L'autre point essentiel, ça serait le choix de ses partenaires de production. En fait, on a deux possibilités qui peuvent marcher. La première, c'est de faire appel à des équipes de tournage qui fonctionnent en local pour éviter les déplacements inutiles. Nous, par exemple, on travaille avec l'AFP, qui ont des antennes un petit peu partout en France et ailleurs. Donc, au lieu de déplacer toute une équipe de production, on va en avoir une sur place. L'autre option, c'est aussi de regarder si le partenaire, donc l'équipe de tournage, est labellisé EcoProd. Ça veut dire qu'on peut y aller les yeux fermés et qu'eux eux-mêmes ont engagé une démarche éco-responsable. Voilà. En termes de production, quand on est sur un lieu de tournage, donc on fait attention au lieu, on fait attention au décor, la lumière, l'énergie. Évidemment, maquillage, habillage, on privilégie les marques qui sont responsables. Dans la logistique, on fait attention à ne pas multiplier les transports et surtout à son moyen de transport. Évidemment, le train sera privilégié. On fait aussi attention, ça peut paraître anecdotique, mais encore une fois, c'est des petites choses qui font la différence à la fin. La restauration, on fait attention à ne pas avoir d'emballage plastique, à avoir une gourde, on privilégie plutôt une offre Végie, etc., etc. Et post-production, déjà dans le process de travail, au lieu de réenvoyer à chaque fois les versions, nous on travaille notamment avec Vimeo qui permet de télécharger, vous pouvez faire vos commentaires directement dessus et c'est plus simple pour la collaboration et c'est aussi moins polluant. Après, l'idée, c'est vraiment de suivre le cycle de vie de ces contenus. On se dit que, par exemple, une vidéo au hasard sur la stratégie RSE de l'entreprise, un peu longue, de 3 minutes, peut être un contenu un peu phare sur le site et sur certains réseaux sociaux, mais elle pourra aussi être exploitée en petites vidéos capsules pour nourrir les réseaux sociaux. Donc, parfois, c'est faire un état des lieux un peu de ce qu'on a déjà à la maison et de se dire comment on peut le réexploiter pour le diffuser ailleurs et autrement. On va faire attention au système de gestion des déchets, à l'archivage. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait le ménage dans ces fichiers, dans ces serveurs. Et enfin, très très important, une fois qu'on a mis en place toutes ces bonnes actions, on fait le bilan pour mesurer l'impact réel de nos actions. Ici, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de partenaires, d'équipes de tournage labellisés
EcoProd, en fait, ils ont créé un outil, une application d'évaluation carbone des productions audiovisuelles qui s'appelle Carbon Clap, et donc que l'on peut nous utiliser et que aussi nos partenaires utilisent pour mesurer l'impact carbone des productions audiovisuelles. Évidemment, ce n'est pas une valeur absolue, mais à 30%, avec une notion de 30% de marge d'erreur, ça nous donne quand même une bonne idée de l'impact carbone de nos productions audiovisuelles. Ici, un cas plutôt intéressant de voir donc, entre la synergie du discours et là avec un produit bio et la synergie des actes, c'est la campagne Garnier, donc une gamme de produits bio. Le tournage de cette campagne a été réalisé, vous voyez beaucoup de verdure, mais été réalisé en Île-de-France dans un studio qui utilise de l'énergie verte avec une régie responsable et des éléments de décor qui soient aussi dans des matériaux les plus naturels possibles et qui soient recyclables. Notamment, la plupart des éléments qui ont été introduits sur ce tournage ont été recyclés par la suite. Je repasse Voilà, ouais, on en arrive en effet à la fin des différents conseils qu'on voulait vous donner sur ces 3 grandes activités. Après, on aura d'autres ateliers pour passer en revue des choses plus spécifiques, en effet, comme je l'évoquais, comme le digital ou comme l'événementiel également. J'espère d'ailleurs que l'empreinte carbone de cet atelier sera largement compensée par toutes les actions que vous allez mettre en place de votre côté, et ça j'en suis absolument persuadé. En tout cas, si vous vous demandez, et pardon, je prends une casquette vraiment purement commerciale, naturellement, si vous vous posez la question de comment commencer par rapport à ça, on s'est, avec l'équipe, dit qu'on pouvait vous proposer, c'est un slide, une offre flash, c'est-à-dire et de commencer par ce qu'on évoquait, c'est-à-dire faire un diagnostic de la communication et de votre empreinte carbone. Et donc, n'hésitez pas à nous faire signe, bien sûr, quand vous voulez, pour en discuter, et qui permet en fait finalement de faire un état des lieux de la communication actuelle de votre entité, en identifiant un peu peut-être des projets emblématiques que vous avez envie de mesurer, en les évaluant et puis justement en partageant les résultats avec des premières recommandations qui sont toujours assez évidentes à partir du moment où on évalue comme ça l'empreinte carbone d'un dispositif. Et ça peut se faire assez vite, alors ça dépend un peu de la profondeur, de la quantité de communication que vous avez à évaluer, mais en tout cas en 3 semaines, entre la sélection des dispositifs, le mesure et le partage des résultats, on peut avoir quelque chose qui permet d'élaborer une feuille de route pour 2024 précise et qui intègre pleinement ces éléments-là. Donc n'hésitez pas à nous faire signe là-dessus. Et en tout cas, il nous reste à vous remercier pour votre attention. On espère d'ailleurs que les contenus, qui étaient à la fois finalement un peu des contenus conviction, mais aussi des contenus très concrets, opérationnels pour pouvoir agir, vous auront intéressé. Et puis à très vite pour poursuivre les échanges sur ce sujet.